خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير السلام عليكم وزلف اللون bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien ça va être très difficile de répondre à cette question je le sais nous vivons une époque extrêmement troublante et incertaine des problématiques géopolitiques économiques, sociales, en plus de cette incertitude politique liée à l'organisation des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, qu'on le veuille ou non, qu'on soit opposant ou partisan du pouvoir algérien, on ne peut que reconnaître que c'est une élection très spéciale. Anna, de mémoire de journaliste, je n'ai jamais vu une ambiance politique aussi particulière. Je peux la qualifier de malsaine, mais je manquerai d'objectivité. Je dirais juste particulière et je ne sais pas vers quoi on se dirige. La campagne électorale va se terminer d'ici pratiquement 48 heures. Le 4 septembre, il n'y aura plus de campagne électorale. Le 7 septembre 2024, il y aura scrutin présidentiel. On oublie, mais les Algériens de l'étranger sont censés avoir voté aujourd'hui, le 2 septembre 2024, mais personne n'en parle. Une élection invisible. La presse internationale consacre très peu d'articles à les élections en Algérie. Nous, on continue. Le studio des plateaux de télévision, le studio consacré spécialement aux élections présidentielles se poursuit, avec aujourd'hui une question que nous allons aborder avec une grande difficulté. Comme on a encore du mal à évaluer le succès de ces élections, on va parler de Tebboune. Est-ce que Tebboune a réussi son coup? Il va passer, peut-être oui, certainement, mais est-ce pour autant que ce deuxième mandat va commencer sous de bons auspices? On va essayer de répondre à cette question avec deux invités de qualité, que je remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Hassan Hiresh, économiste, neurolinguiste, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas revu. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et j'espère que tu vas bien. Merci Abdou, oui je vais bien, ça me fait plaisir d'être là avec toi, avec Youssef et tous ceux qui nous regardent. Alors, merci pour l'invitation. Merci à toi Hassan. J'ai aussi avec moi Youssef Rzouk, ancien rédacteur en chef du Matin, l'un des fleurons de la presse algérienne qui a disparu. Il n'est pas le seul à avoir disparu. Je pense qu'aujourd'hui, même la liberté d'expression a quasiment disparu aussi. La preuve, nous sommes ici à l'étranger, on a du mal à parler à nos compatriotes sur place. Le pays nous manque, mais la vérité nous manque aussi. Justement, Khouya Youssef, je vais commencer par toi. En tant que journaliste, ancien du Matin, tu as roulé ta bosse, comme on dit, tu as connu quand même pas mal d'élections présidentielles. Est-ce que cette élection, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'elle est particulière? D'abord, bonsoir Hassan, bonsoir mes amis, bonsoir public. Oui, on a à un certain moment, en 99, on titrait drôle d'élection, alors que celle-là, elle est particulièrement drôle. Celle-là, elle est particulièrement drôle. Surtout, d'ailleurs, on s'attendait dès le début, parce on a pensé peut-être qu'il y aura une candidature unique, peut-être, on savait comment sont déroulées les élections aussi de 2019. On disait peut-être il y aura, on savait que les candidats, même qui concurrencient Tebboune, ils sont interdits de critiquer le bilan de Tebboune, parce que c'est ça, parce que quand on interdit l'expression pendant 5 ans, on ne se permet même pas une voix discordante, qu'on interdit toute réunion d'opposition, même de parler de l'eau, même parler d'électricité, c'est interdit, même développer, il y a certains qui ont développé, développé des questions scientifiques, qu'on contredit la voix d'émettre, même pour justifier leur bilan qui en vérité qui n'existe pas, ils sont harcelés et intimidés. C'est personne. On a vu que constater, je ne sais pas si tu as fait le même constat. Même les deux autres candidats qui sont concurrents à Tebboune ne critiquent pas Tebboune. C'est ça ce qui est incroyable. On s'attendait à ça. Moi, j'ai couvert des élections de 2009, 2014. Il y avait, je parlais... Bouteflika était critiqué. On remettait en gamme Benflis, Louisa Hannoun. Hadou, ils ne parlent même pas de leurs concurrents. C'est ça l'emballage que je disais dans la dernière émission, on a parlé. Je dis l'emballage n'existe pas. La forme qu'on faisait avant. Il y avait une certaine presse libre, on invite des gens avec des avis différents. Même du point de vue de la réalisation, de la mise en scène, il n'y a pas. Il n'y a pas d'ailleurs. Comment on peut la vendre? Moi, c'est pour ça que je constate que
cette élection, elle était faite parce qu'ils voulaient la vendre aussi. Ils avaient besoin d'une caution française, américaine. D'ailleurs, ça a commencé par l'histoire de gaz de schiste, etc., qui c'est une ancienne tentative maintenant. Mais elle est invendable, cette élection. Nous sommes devant une élection où surtout beaucoup d'observateurs voient c'est une élection entre deux candidats. Ces deux candidats, c'est Tebboune et le peuple, et le Hirak de l'autre côté. Parce que le Hirak, qui refuse de se résigner face aux intimidations, face à la répression qui s'abat chaque jour, face aux tribunaux qui s'érigent, face tout ça, parce que, et la propagande, et tous les médias mobilisés pour attaquer les gens qui refusent de cautionner cette élection. Ça, si on remarque, toute la campagne, c'est contre les gens qui refusent de cautionner cette élection. Même la propagande, qui l'ont fait, le Star X ou je ne sais pas quoi, tout ça, par rapport aux gens qui appellent au boycott ou les gens qui ont décidé de rester, sans appeler, de rester chez eux. De ne pas participer à l'enterrement de l'Algérie, parce que beaucoup considèrent que c'est un enterrement de l'Algérie à travers cette élection. Enterrement de l'Algérie, c'est trop fort quand même, Hassan. Est-ce que tu es d'accord? Et est-ce que pour toi, qui es un observateur quand même averti de l'évolution de la situation politique en Algérie, tu as fait des livres, tu as écrit sur l'Algérie, tu parles tout le temps de l'Algérie, tu commentes régulièrement l'actualité algérienne, est-ce que tu es d'accord avec nous pour dire que nous vivons un moment particulier pour rester objectif? Je ne sais pas, est-ce que pour toi, cette particularité, elle a d'autres connotations? Personnellement, je vais peut-être vous surprendre. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce point de vue. De mon côté, je pense qu'il n'y a pas de changement véritable. Comme vient de le dire Youssef, il y a un habillage, il y a un emballage. Il peut changer un petit peu, il peut changer de forme. Au lieu que ce soit cubique, c'est carré. Au lieu que ce soit carré, c'est rectangulaire, des choses comme ça. Mais quand on regarde, quand on a une perspective historique, de mon point de vue, c'est une autre forme de candidat unique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu en réalité, que ce soit avec Abdelmajid Tebboune, Bouteflika, Zeroual, il n'y a jamais eu de surprise. On sait toujours qui va être président. Donc, à l'époque du candidat unique avec Boumedienne et Chadli, bon, c'était clair, un seul candidat, c'était le plébiscite. Il n'y avait pas d'élection présidentielle. La première élection présidentielle, c'était 1995 avec Zerouel. Avant, non, voilà. Il y avait quand même il y avait une élection présidentielle, mais candidat unique. Si, absolument. Et donc, oui, moi je parlais d'élection plurielle. C'est ça. Donc, ce que je voulais rappeler, c'est qu'en fait, ça n'a pas changé. C'est-à-dire, on est toujours dans la candidature unique, même si, pour utiliser le terme de Youssef, même si l'emballage change. Donc, je ne vois vraiment pas la différence entre aujourd'hui, où on a sélectionné deux supposés être opposants, qui ne le sont pas, tout le monde le sait, à commencer par ceux qui organisent les élections, et puis cette, comment dire, fausse élection entre Bouteflika et Benflis, alors que tout le monde savait qu'on avait de toute façon décidé que c'était Bouteflika. Même en 99, quand les six se sont retirés avec Aït Ahmed Mehri, Hamrouch, etc. Bon, à partir du moment où ils ont su que c'était de toute façon candidature unique, donc ils se sont retirés. Aujourd'hui, on assiste, de mon point de vue, exactement au même scénario. Après, c'est plus ou moins hystérisé, c'est plus ou moins, comment dire, calme, c'est plus ou moins flou, c'est plus ou moins, comment dire, emballé avec de l'idéologie ou avec un certain discours. Mais dans la configuration mondiale, quand on voit ce qui se passe en Russie, en Chine, en Turquie, en Arabie Saoudite, c'est-à-dire tous les pays vraiment importants qui influent l'Algérie, il me semble extrêmement difficile de croire qu'il y aurait une ouverture. On n'est pas amarré sur l'Europe, et même en Europe, quand on voit l'émergence de l'extrême droite, en Autriche, en Tchéquie, en Hongrie, y compris en France, de mon point de vue, la configuration nationale et internationale ne plaide pas malheureusement pour une ouverture démocratique. Je ne sais pas
si demain ça sera le cas, comme on l'a espéré en 89, mais de mon point de vue, on est toujours dans le même scénario pour reprendre l'expression Dans ce de... contexte-là, on peut dire que Tebboune a réussi son coup. Le Hirak s'est tu, il a été réprimé, on est d'accord, il y a eu beaucoup d'incarcération, beaucoup de détentions arbitraires, beaucoup de répression, mais le Hirak s'est tu. Il n'y a pas eu d'accident majeur pendant l'élection. Il y a un désintérêt total de la population, mais on voit qu'ils ont quand même enclenché la machine pour créer le buzz, avec les bengrina, les blagues, etc. À Fiourt Bouteflika, on avait Jamel Ould Abbas. Là, j'ai l'impression que nous avons plusieurs Ould Abbas en même temps. Ça amuse la galerie, mais il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas de protestation, ça se déroule comme il faut. L'opposition, mis à part des initiatives de 11 personnalités et quelques initiatives qui viennent de l'étranger, le régime semble imperturbable. Tebboune n'est-il pas en train d'aller tranquillement vers une reconduction de son règne, entre guillemets, sans subir la moindre pression? Est-ce qu'il est sous pression aujourd'hui? Réellement, on ne le sent pas sous pression. Il n'a pas réussi son coup, honnêtement. Non, je ne crois pas, parce que moi, je considère qu'il y a une panique, qu'il y a une peur. Parce que sinon, on n'aurait pas... rien n'explique, puisqu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas, comme vous dites, des manifestations, il n'y avait pas un truc. Les gens, ils ont la moindre parole qui remet en cause ou contradictoire, elle est réprimée. Les gens sont partis les chercher chez eux. Il y a une répression, même les gens ne peuvent même pas s'attabler, des copains s'attabler autour d'un café, etc. Il y a cette... Je crois que ce n'est pas réussi, je crois que ce sera la pire des élections, même du point de vue. Parce que une élection dans le cadre du même système, à certains moments, moi je ne crois pas qu'il peut y avoir une élection libre dans le cadre de ce système, comme il se présente. Mais dans le cadre de ce système, je crois que un système qui a toujours reproduit les impasses. Mais à un moment, on arrive à une impasse que c'est plus possible. Je crois qu'on est le dernier cycle de l'impasse. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai beaucoup de crainte qu'on va y aller vers une dislocation. Dislocation, ce n'est pas sur la forme idéologique, ça. Ça va être plus que la série. Parce qu'il y a quelque chose qui se couve dans la société. Il y a une démission qui... Moi, j'écoute les gens, je dis qu'il y a un rejet total. Il y a le fossé qui se creuse davantage. Et quels sont les signes de ce rejet? Tebboune, il a cassé tout. Ils ont cassé tous les liens. Ça veut dire où sont les rejets? Parce qu'en 2010, parce que ce que disent certains observateurs, je vous dis ce que disent certaines lectures qui me parviennent sur le terrain, etc. Tebboune a eu un complexe. Il a été mal élu en 2019. Et encore en 2019, le taux de participation officiellement annoncé était de 39% et quelques. Presque 40%, 39% et quelques. Il a été mal élu. Le jour de l'élection, il y avait des millions d'Algériens dans les rues. La Kabylie qui avait fermé tous les bureaux, etc. 5 ans plus tard, plus de manifestations. La Kabylie, quand même le FFS, qui est le parti, l'émanation politique quelque part de l'âme de la région, il participe. Et Zid, il y a le MSP, l'islamiste, le parti qui n'a pas participé depuis 1995. Ça se passe tranquillement, pas d'anécroche. On a l'impression qu'il est obligé de faire ce deuxième mandat pour se légitimer en tant que président, parce qu'il n'a pas encore eu cette possibilité de prouver sa légitimité une fois pour toutes. Est-ce qu'il n'est pas en train de gagner? Je ne crois pas, parce que les échos qui viennent du terrain, parce que même les gens qui assistent aux meetings, etc., même le FFS à Tizi Ouzou, ils ne peuvent même pas remplir les salles. Ça veut dire les gens, les mêmes qui sont convoqués de village en village, ils ramènent des gens, des bus, etc. Même Tebboune, il a fait toute l'administration mobilisée, les médias, etc. 14 wilayas pour les rassembler à Constantine, à Oran. Ils ont imposé aux fonctionnaires d'être présents. Ils ont appelé même les familles des militaires à Constantine pour les ramener, pour remplir les places qui étaient vides, etc. Il y a une démission de la société. Il y a une démission de la société. Je dis, parce que, tu sais, le système, le régime de Tebboune, il a déjà raté le coche une chose. On aurait pu sauver le pays à plusieurs reprises.
la situation pendant la crise du Covid. C'est à ce moment-là, s'il y avait un pouvoir régime responsable, on n'aurait pas pu faire la rupture initiale, mais il aurait pu appeler à l'unité, libérer l'apaisement, libérer les détenus, etc. Mais c'est au contraire, parce que je l'ai entendu derrière moi, il dit, il fait un bilan positif par rapport à la gestion de la pandémie. Alors qu'ils étaient complètement absents. C'était la catastrophe. Il y avait d'ailleurs le dernier rapport de l'ONS, il le montre, parce que Tebboune il disait que nous étions les meilleurs sur la Méditerranée, alors comment on a géré, et le meilleur parmi tous, c'est là. Alors que j'ai regardé la dernière fois le rapport de l'ONS, il y a eu au moins 4 à 5 points. Pour la première fois, la mortalité descend par rapport à la natalité les 2 ans. Il donne au moins, d'ailleurs... D'ailleurs, c'est vrai, les chiffres, juste pour confirmer tes chiffres, de 2020 à 2022, on a fait moins de 1 million de bébés et le nombre des morts a beaucoup augmenté par rapport au... Oui. Moi, j'ai fait mes calculs, selon le rapport d'ONS, il y a eu au moins 100 000 morts en Algérie par rapport au Covid. Voilà. Durant les 3 ans, 2020, 2022, 2022. Il y avait tellement... C'est la première fois où le taux de population descend. C'est la première, par rapport à la courbe, c'est la première. Et justement, Youssef, j'arrive à toi. L'ONS le dit. Le dit, ça veut dire qu'on le dit, tout ce discours qui présente que... moi, je ne rappelle rien, parce que c'est... Il écrit l'histoire récente, parce que c'est une histoire qu'il y avait les premiers... Je connais les premières personnes, les premiers masques, les premiers, ils ont été convictionnés par des femmes du Hirak, à Tlemcen, par des femmes à Sitif, par des femmes à Naba et Borj Bouhariri et à Alger Bablouet. Il n'existait même pas de masque. Le premier bouteille de gel qu'ils ont été des gels hydroalcooliques qui ont été distribués, même au commissariat central, même sur le laboratoire de Mhenna à Abdeslam, qui l'ont arrêté. C'est à Bab Zouar que les étudiants ils ont plus de des centaines de milliers de bouteilles qu'ils ont apportées. Et c'était le premier qui a été poursuivi et arrêté parce que c'était organisé d'une manière autonome, etc. Accusé. Ils étaient accusés parce que ça, ces gens-là qui sont donnés, ça veut dire qu'ils ont refusé. Justement, Youssef, en dépit de ce mauvais bilan, les indicateurs sont là, économiques, sociaux, etc., Hassan. Mais on a l'impression que rien n'a pu, contre Tebboune n'a fait aucune concession, quand même, Hassan. Il n'a pas libéré les prisonniers politiques. Il y a eu des personnalités connues, Ali Rdili, il a maintenu en prison Qadi Ihsan, il n'a fait aucune concession. Louisa Hannoun a essayé de négocier, de le challenger, rien, ils l'ont exclu, elle s'est retirée. Le FFS dans son programme, parce que qu'on le veut ou non, Youssef Aouchiche dans son programme, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il le dit dans son programme, je vais libérer les détenus politiques, je vais supprimer l'article 87 bis, mais il est inaudible. Donc, est-ce que Tebboune n'est-il pas trop fort, il est devenu trop puissant, ou c'est le pays qui est devenu trop faible pour pouvoir lui résister? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'un phénomène aussi important ne peut pas s'expliquer par un seul faisceau, justement, d'explication, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs faisceaux d'explication. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que Abdelmadjid Tebboune incarne le système et qu'il y ait toutes les coups des franches et que ce soit vraiment celui qui décide à l'intérieur justement de ce que Youssef a appelé justement le système depuis 62, sinon depuis 57, depuis l'assassinat d'Abban Ramadan. Moi, je pense qu'il faut toujours réfléchir avec cet engrenage-là. Et à partir du moment où... Moi, je suis de ceux, Abdou, je vais peut-être t'étonner, qui pensent que même Tebboune, même ses collaborateurs, même ceux qui on voit comme étant des hommes puissants, ils sont prisonniers de cette toile-là mortifère, de ce système justement mortifère. D'ailleurs, une bille ne peut pas décider dans un roulement, ne peut pas décider toute seule du fonctionnement. C'est l'ensemble de l'engrenage qui compte. Du coup, attribuer le bon fonctionnement ou le mauvais fonctionnement au seul Abdelmadjid Tebboune, moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas un seul instant. Donc, moi, je vois par exemple comment l'Algérie a pour modèle
l'Union soviétique d'abord, ensuite la Russie. Poutine a fait exactement la même chose, c'est-à-dire l'Algérie, et n'a fait que copier. Poutine avait dissous la Ligue des droits de l'homme. L'Algérie l'a fait aussi quelques mois après. Poutine a dissous la seule radio libre qui existait à Moscou. Tout de suite après, c'est quelques semaines après, Radio M a été supprimée. Poutine avait empêché des partis politiques et des personnes qui allaient se présenter comme concurrents pour sa réélection, y compris, j'ai oublié le nom parce que des noms russes, je ne m'en souviens pas, celui qui était bien vu, etc., par le peuple russe, etc. Et il l'a enlevé. Et donc, il a laissé, de la même façon, il a laissé 2 ou 3 concurrents. Donc, et l'Algérie a fait exactement la même chose. Donc, de mon point de vue, il y a une configuration internationale que l'Algérie suit. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, peut-être demain, je n'en sais rien, on puisse mettre sur le dos d'une personne ce qui se passe. Et effectivement, je suis entièrement d'accord pour dire qu'il y a la ruine économique, la ruine culturelle, la ruine psychologique, la ruine pratiquement dans tous les secteurs. Ta comparaison avec Poutine, elle n'est peut-être pas juste parce que Poutine, quand même, il a un bilan. La Russie d'avant Poutine et la Russie d'après Poutine. Personne ne peut le discuter. Voilà, mais la Russie, elle a organisé une Coupe du Monde, elle a une autosuffisance alimentaire, elle a une industrie qui est naissante. Voilà, il y a une puissance, qu'on le veut ou non. Il y a un soft power russe, il y a une partie de la population russe qui te dit, voilà, il est dictateur, mais notre pays va quand même un peu mieux qu'avant. Sauf que c'est pas le cas de l'Algérie. Quand on voit la situation de l'Algérie actuellement, hier j'ai vu, je sais pas, une image qui m'a choqué. Le ministre du Commerce qui inaugure à Alger le Auchan, il y a Auchan, pour ne pas lui faire de la pub, Auchan, on fait de la pub, Auchan, le groupe français, il s'est allié avec un groupe algérien, ils ont fait Auchan, un hypermarché à Alger. Il a parlé avec un vendeur de sardines, la sardine a 1700 dinars, les nes. C'est-à-dire 1 kilo de sardine, presque 10% du SMIC. Ça, c'est clair. Et malgré ça, le deuxième mandat va passer. Et qu'est-ce qui se passe? L'inflation, le dinar qui chute et le taux de croissance qui ne signifie absolument rien économiquement, parce que tu as 4,2 ou 4,6% d'augmentation du PIB, mais comment le PIB est redistribué? On sait bien que c'est une poignée d'Algériens qui en profitent, mais la masse des Algériens ne profite pas du tout du taux de croissance. Voilà, donc oui, on peut citer un certain nombre de pays qui ont un taux de croissance beaucoup plus élevé, et ça ne signifie... Donc pour toi, Tebboune n'est pas en train de réussir son coup? Moi, je pense qu'il est en train de réussir le coup du système, c'est-à-dire que le système se reproduit sans trop de dégâts. Voilà, c'est ce que je pense. Et quand tu me dis par rapport à Tebboune, c'est un pays puissant, et justement, le modèle de l'Algérie aujourd'hui, je peux me tromper, mais le modèle d'aujourd'hui, c'est la Chine, la Russie, essentiellement la Turquie. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place, de garder un pays plus qu'autoritariste, mais en faisant miroiter qu'on va développer l'économie, etc. C'est-à-dire... Sauf que dans les pays que tu cites, on n'a pas miroité, il y a eu du développement. C'est ça le problème. Alors que nous, on vit encore avec les projets de l'ancien régime, il faut dire la vérité. Je ne vois pas de dynamisme particulier. Il n'y a pas que ça, c'est que la Russie a une culture du tsar, la Chine a une culture de l'empereur, et nous, on n'a aucune personnalité qui incarne l'État, qui incarne la nation. Au contraire, nous sommes une société égalitariste, donc le modèle qu'on veut copier ne peut pas fonctionner, justement. Là, je veux t'arrêter, Hassan, Youssef, quand je parle avec vos partisans de Tebboune, je leur parle, bon, ils ne veulent pas venir au plateau avec moi, mais moi, je leur au téléphone, ils me répondent, on discute bien. Ils comparent tout le temps Tebboune à Boumediene. Et beaucoup qui connaissent Tebboune me disent que Tebboune s'identifie beaucoup à Boumediene. Est-ce que Tebboune n'est pas en train de réussir son coup en essayant de rappeler aux Algériennes et aux Algériens la figure de Boumediene? C'est pour ça qu'il travaille beaucoup, il parle beaucoup de la politique étrangère, il parle de la souveraineté du pays, il bras de fer avec le Maroc, avec les puissances régionales. Est-ce qu'il ne veut pas, finalement, est-ce que Tebboune n'aurait pas compris
que les Algériennes et les Algériens, finalement, ne sont pas avides de démocratie. Ils ne demandent pas réellement la démocratie. Je parle des Algériens dans leur majorité. Que ce qu'ils veulent, c'est un leader fort, que le pays soit respecté, connu à l'étranger, et qu'un homme qui tape du poing sur la table. Est-ce que c'est pas ça qu'il est en train de faire Tebboune et ça marche? C'est un autre contexte. Je reviens à ce qu'il disait Hassan. C'est vrai, il y a dans leur conception, je dis une chose, que pour eux, ils considéraient, par exemple, les années Bouteflika comme une façon d'ouverture. Ça permet, comme ils disent, pour eux, il fallait. C'est pour ça que dans les derniers discours, ils parlaient de le retour de l'autorité de l'État. J'ai interdit ça, j'ai interdit ça. C'est une manière pour eux, ça permet pour eux, la démocratie, ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut, etc. C'est le, comment on appelle, le chaos, le terme, voilà, c'est l'anarchie. Pour eux, c'est cette conception. Donc, ils ont, je pense que ce n'est pas aussi beau seulement, mais tout le monde. C'est le système qu'il a pour se recycler, etc. Et il avait besoin. Et d'ailleurs, dans les rapports qu'il a avec le monde, il ne choisit d'amis, il ne soutient comme le soutien à Kais Saïd en Tunisie, que les gens qui sont dans la même conception. D'ailleurs, dans son guerre, le jour où il voulait intégrer le BRICS, contre l'Occident, pour leur reprocher la question des droits de l'homme, etc., la manière d'agir sur la démocratie, etc., comme modèle pour le peuple, etc. Mais là où se trompe, il y a un changement de génération énorme. Ils nous sont plus proches de la Méditerranée, ça veut dire nous sommes de la Méditerranée et de l'Europe qu'en Russie ou par rapport à d'autres. Où ils ne sont plus à l'époque de Boumediene. Boumediene, ça se conçoit. Il y avait non-alignement. Moi, quand j'entends le discours, nous sommes non-alignés, par rapport à quoi? Sauf que Youssef, même du temps de Boumediene, excuse-moi, je t'interromps juste pour deux phrases. C'est-à-dire que le modèle qu'on veut copier, russe, chinois, turc, avec Erdogan, c'est des modèles qui ont eu des empereurs, qui ont eu des tsars, qui ont etc. Et le peuple a travaillé avec justement ces empereurs, ces tsars. Nous, au contraire, on ne peut pas pousser les Algériens à se mettre au travail avec une personnalité dominante. Du temps de Boumediene, la résistance se faisait par le non-travail, par le sabotage, par le refus justement de travail. Et donc on est en train d'instaurer un système qui est en rupture avec la culture du pays. La culture du pays, c'est l'égalitarisme. Et c'est la démocratie qui peut fonctionner, qui peut faire travailler les Algériens. Démocratie locale, régionale. Au nom de cet égalitarisme dont tu parles, Tebboune, justement, l'allocation chômage, être touché de l'argent sans travailler, c'est une invention de Tebboune. Il a augmenté les salaires des fonctionnaires. Durant cette campagne, il a dit que je vais augmenter d'ici 2027 de 100% les salaires des fonctionnaires. Sachant que nous avons 3 200 000 fonctionnaires qui ne produisent rien. Un appareil bureaucratique qui ne produit rien. Alors, augmenter leur salaire de 100% de personnes qui ne produisent pas, donner de l'argent à des chômeurs au lieu de leur donner des emplois, est-ce que justement, il n'a pas compris la nature des Algériens et des Algériens? Est-ce que ça ne confirme pas qu'il a tout compris, qu'il est en train de dire « Ah, les Algériens, attendons l'allocation chômage, augmenter le salaire des fonctionnaires, ou pour 5 années ». Pour 5 prochaines années. Ça a plusieurs sens. D'abord, sans ça, il pourrait y avoir un deuxième Hirak. Parce que les gens ont faim. Et puis les besoins des Algériens ont augmenté. Ils ont besoin de téléphone, ils ont besoin d'Internet, ils ont besoin de bouger, etc. Donc il faut une soupape de sécurité. Et sans justement donner un minimum, je pense que ça bouillonnerait et ça pourrait éclater beaucoup plus tôt qu'on le pense. Deuxièmement, c'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait Poutine. Xi Jinping, il a 9 millions de membres du Parti communiste, du parti unique. Il a augmenté leurs indemnités et il leur demande justement de surveiller la société pour que ça ne bouge pas, pour qu'on ne reproduise plus la place de Tiananmen. Et Poutine a fait exactement la même chose, l'Algérie fait la même chose. Et donc on est justement dans un modèle entre autorité et autoritarisme.
Et ce que tu dis justement est une manière de dire, même si vous ne travaillez pas, vous aurez quand même des miettes. Et le taux de croissance de 4,8, eh ben, ça profite à une oligarchie, ça profite aux gens du système, à la bureaucratie, comme tu dis, etc. Parce que sans la bureaucratie, ces pays-là ne tiendraient pas une minute. Et donc, on essaie justement de nourrir ceux qui tiennent la machine et de donner des miettes au plus grand nombre. Alors, quel est votre... Alors ensuite, juste pour terminer le débat, parce que malheureusement, on est obligé de terminer, en guise de conclusion, ok, Tebboune va passer, il va gagner. Et après? Le après, est-ce que pour autant il a la sérénité? Est-ce que pour autant il est assuré d'entrer dans l'histoire comme étant un bon président? Est-ce qu'il va rester pendant 5 ans? Est-ce que finalement le deuxième mandat va bien se passer quand on regarde l'environnement économique et géopolitique international et tous les défis qu'il faudra... Parce que est-ce que le pouvoir n'est pas finalement un cadeau empoisonné en Algérie avec tous les problèmes et les défis qui l'attendent? Si tu permets, j'arrive à ça, je reviens à la question soulevée par Hassan, ça veut dire même par rapport à Boumediene. C'était aussi un autre contexte, malgré c'était un autre contexte où il y avait des gens qui militaient. Moi... Mais personne ne travaille. Je travaillais. Qui ont tous fait faillite. Mon grand-père me parlait, il dit, j'étais petit, j'entends, il y avait des militaires qui ont ça sous les arbres, derrière les arbres, ça. Le voisin lui dit, Al-Hajj, c'est à qui ces militaires? Mon grand-père il dit, l'Algérie. L'autre il dit, donc l'Algérie a colonisé l'Algérie. et c'était la culture. Et maintenant, on est dans une situation un peu, c'est-à-dire, Tebboune, c'est vrai, peut-être qu'il ne considère pas l'évolution des choses, même du monde en même temps, parce que de parler de non-alignement n'existe pas, le non-alignement n'existe pas. Le concept lui-même, parce que même pas aligné par rapport à quoi? Parce que c'est le plan économique, etc. à l'époque. Mais maintenant, si tu alignes par rapport à des pays, parce qu'ils confondent entre la Russie et l'Union soviétique, c'est autre chose. Il y a beaucoup de confusion dans le discours, même dans le concept, parce qu'il y a pas, etc. Donc, nous sommes dans une situation, moi je considère du beylik. C'est la manière du beylik. Comment il a gouverné l'Algérie. Les Algériens, beaucoup se rappellent du beylik, c'est-à-dire l'autoritarisme du beylik, comment gérer la société, etc. Et avec aussi son armée des janissaires. D'ailleurs, mon grand-père, j'étais par mon grand-père, en 1901, son grand-père lui a raconté les beyliks, l'impôt, comment ils ramassaient, comment ils étaient, et comment les autochtones attaquaient dès que la récolte est excès pour la brûler. Ils ont fait même ça, c'est-à-dire c'est un corps étranger, donc ils ont combattu le beylik. Comme nous sommes dans cette gouvernance. Je crois, moi, je crains pour le pouvoir du régime Tebboune, mais c'est le même système, qu'il n'ira pas loin, parce que je crains qu'on tombera tant qu'on n'a pas, ça veut dire que, parce que la seule sauvegarde pour le pays, on aurait pu négocier une sortie avec la continuité de l'État, des institutions, quelle que soit la situation politique, et jusqu'à quand on va, à chaque élection, on entend le conscient, on tient nos ventres, à chaque fois, il n'y a pas cette stabilité du pays, à chaque fois, nous font sortir l'ennemi étranger, attention, nous entendez, il y a les espions, il y a les harkis, il y a les traites, tout ça. Jusqu'à quand? C'est ça la problématique, qu'ils ne peuvent pas la réussir. Ça veut dire la prochaine, on tombera pire que la de 2019. La prochaine crise, tu veux dire? La prochaine crise, c'est bientôt. Il ne va pas vivre, il n'est pas Highlander. Tu nous dis que ce deuxième mandat va aboutir à une crise. C'est clair, dans 2 ans, on aura la crise. Dans 2 ans, on aura une crise pire que 2019. Hassan, ton pronostic. Est-ce que le deuxième mandat va bien se terminer? Il va aboutir à une nouvelle ère économique, sociale, prospère, politique peut-être pas, mais est-ce que peut-être économiquement et socialement, ou tu pronostiques, comme le fait notre cher camarade Youssef, une crise de succession qui sera pire que celle de 2019? Je pense très sincèrement que la machine économique algérienne ne se mettra jamais en marche tant que les Algériens ne sont pas des acteurs.
Tant qu'ils sont minorisés, tant qu'ils sont exclus, etc., j'insiste sur le fait qu'on a une culture égalitariste depuis des siècles et des siècles, et qu'on n'est pas sous un empire comme la Chine ou sous un tsar comme en Russie, hein, et que chez nous, c'est la localité, c'est la région, etc. C'est ça qui fait la base de l'État. Même la guerre de libération nationale a été nourrie par le recrutement des dishra, des petits villages, etc., où on recrutait des fidaïs, des moudjahidines, etc. Donc, mon point de vue, c'est que si à l'intérieur de ce système-là, il y a une intelligentsia militaire, des services civils qui comprennent que la démocratie est un soft power et qui peut gêner aussi bien l'Arabie saoudite que le Maroc, que les Émirats arabes unis, les puissances qui nous sont hostiles. Il faut créer un désir de république. Si la République a les mêmes méthodes qu'une monarchie despotique, ça ne marche pas. Moi, je me souviens dans les années 70, Abdou, si tu permets juste deux phrases là-dessus. J'étais au Maroc juste après les deux coups d'État. J'étais jeune. Je discutais avec un haut fonctionnaire marocain. Il était amoureux de l'Algérie, il voyait l'Algérie révolutionnaire, etc. Et il était impressionné par le système algérien. Je lui ai dit, mais Mohamed, je vais te dire ce que c'est que le système algérien. C'est Ali Baba et les 40 voleurs. Je te parle de 73-74. Il me dit, mais Allah Ibarik, c'est magnifique. Il me dit, je lui dis, comment ça? Il me dit, Hanaya, c'est juste Ali Baba. Donc, il regardait l'Algérie. Comment là? S'il regarde la République qui utilise les mêmes méthodes que le despotisme monarchique, on ne peut pas perturber les pays qui nous sont hostiles, comme l'Arabie, comme les Émirats, etc. Si on fabrique une démocratie qui sera enviée justement par ces pays-là, c'est un soft power extraordinaire. Voilà ce que je pense. Maintenant, est-ce que ça sera possible, comme tu dis? Peut-être que s'il y a des crises répétées, ça sera possible. S'il y a une chape de plomb, comme du temps du boumdianisme, à mon avis, ça ne sera pas possible, c'est encore reporté à d'autres générations. En tout cas, j'espère que d'ici là, on sera toujours là sur notre plateau à débattre et à analyser. On vous promet d'essayer de vivre et de survivre jusqu'à cette époque pour continuer à vous accompagner, à analyser et évaluer l'évolution de notre pays. En attendant, voilà, Tebboune a-t-il réussi ou pas son coup? Nous n'avons pas de réponse définitive, en vérité. On est juste un espace de débat et de réflexion. Vous pouvez aussi continuer à débattre avec nous sur nos différentes plateformes, sur Facebook, sur YouTube. Continuez à commenter, n'ayez pas peur. La liberté, elle est précieuse. Elle est aussi précieuse que l'oxygène. Franchement, la vie est si belle que ça ne vaut pas la peine de la vivre esclave et angoissé et peureux. Même en restant chez vous le 7 septembre. Hein. Voilà. Ou si vous voulez sortir le 7 septembre, libre à vous, votez ou ne pas voter. En tout cas, battons-nous pour une Algérie où l'on peut respirer, où l'on peut s'exprimer. Et c'est pour ça que ce plateau va se poursuivre encore et toujours. Merci à vous, merci beaucoup à nos invités. Merci d'avoir participé. Merci Youssef, merci Hassan. Le débat se poursuit sur nos différentes plateformes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre débat, d'autres invités et d'autres thématiques. D'ici là, prenez soin de vous.